Salut à tous, c'est Baptiste, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Patyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du premier grand tour de l'année, le Giro d'Italia, qui commencera ce samedi, en Italie donc. Dans cet épisode aujourd'hui, je pense qu'on va simplement parler des favoris pour ce grand tour, et puis on va aussi en profiter pour discuter un peu de la composition des différentes équipes. On va pas revenir en détail dans le parcours, je pense que vous l'avez déjà vu. Et je pense qu'en fait, on va faire plutôt d'autres petits épisodes au fur et à mesure du Giro pour parler des étapes à venir. Mais là, parler des 21 étapes qui arrivent, c'est un peu audacieux. Et puis, c'est la première fois que je parle de Grand Tour, donc ce sera l'occasion de tester un peu le format. Donc, on va d'abord rapidement parler quand même du parcours. J'ai dit qu'on n'allait pas rentrer dans le détail, mais je pense que c'est important de mentionner quand même la teneur globale du parcours. Donc, déjà, un parcours qui est très équilibré dans ses difficultés, c'est-à-dire qu'on a des difficultés qui commencent quasiment dès le premier tour. On est quasiment sûr qu'il y aura un petit peu de bagarre pour, peut-être pas les grands favoris, mais en tout cas pour peut-être prendre le maillot rose, peut-être déjà Tadej Pogačar en maillot rose, on en reparlera un petit peu après. Deuxième étape qui monte à Europa déjà, donc déjà une première arrivée au sommet dès la deuxième étape, donc ça c'est quand même assez fou pour un grand tour. Et une dernière étape, la 20e étape, pardon, qui sera la dernière étape de montagne, qui sera donc à la toute fin du grand tour, ce qui fait que on aura quasiment 3 semaines de montagne en fait, et donc ça demande un pic de forme très étalé, et surtout une préparation au top dès le début. Parce que ça sera possible de perdre du temps dès le début, et donc certains coureurs devront être très vigilants. En termes de répartition du parcours, je pense que c'est assez bien fait, parce on aura quand même un petit écueil, c'est qu'on aura un leader du classement général qui aura le maillot rose dès au moins la deuxième étape, si c'est pas la première. Je pense que ça sera la première, mais si c'est pas la première, ça sera la deuxième. Et ensuite, il y aura pas trop de place aux autres profils, peut-être sur des échappées, je sais pas, on verra peut-être des profils à la Bruno Armirail comme l'an dernier qui pourront choper le maillot rose à un moment sur une échappée, mais dès le début, ça sera un peu les équipes des leaders du classement général qui font la course. Voilà. On a quand même eu un parcours avec pas mal de sprints. Si je dis pas de bêtises, il y a à peu près 8 ou 9 étapes qui peuvent s'offrir à des sprinters. Ça dépendra évidemment des scénarios de course. On n'aura pas 9 étapes qui vont arriver au sprint, mais 9 opportunités, on va dire, qui sont aussi plutôt bien réparties sur les 3 semaines. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une semaine de plat super chiante au début, puis après 2 semaines de montagne et hardcore. Là, je trouve que c'est bien, bien balancé, donc je trouve que c'est un beau parcours. Beaucoup d'arrivées au sommet quand même. Et en termes de chrono, c'est pas dégueulasse. C'est pas ridicule. Puisqu'en première semaine, on aura un premier chrono de 40 km, avec une longue partie plate de environ 30 bornes. Ensuite, ça monte très fort. Donc, pour des profils un peu hybrides, pour la victoire, je pense, pas un pur spécialiste. En revanche, on aura une deuxième étape de chrono, qui sera en deuxième semaine, l'étape 13, l'étape 14, pardon, qui dure 31 km. Et là, par contre, c'est très très plat quand même. Donc là, ça sera plutôt pour un spécialiste, j'imagine. Mais ça nous fait donc au total 70 bornes de chronomètre dans ce grand tour. Je pense que c'est pas une mauvaise chose parce qu'on a beaucoup de grands tours maintenant où on privilégie surtout la montagne, on n'a pas trop de contre-la-montre. Ça fait plaisir de revoir un petit peu cet exercice s'imposer. Surtout, c'est des étapes qui sont situées assez tôt dans le parcours, donc la septième et la 14e. Donc en fait, au premier tiers, au deuxième tiers de la course. Donc en fait, on aura déjà des premiers écarts qui vont se faire sur les toutes premières étapes, parce qu'il y aura des leaders qui seront pas en forme, donc ça va monter un petit peu. Ensuite un chrono, ensuite de la montagne. Donc là, c'est les grimpeurs qui ont perdu du temps sur le premier chrono vont essayer de se reprendre sur la montagne. Ensuite un deuxième chrono où les rouleurs vont reprendre un peu d'avance. Et puis ensuite plein de montagne où les grimpeurs vont devoir réattaquer pour reprendre ce retard-là. Et donc on n'a pas un chrono en fin de parcours qui ferait un peu cristalliserait les débats et puis finalement provoquerait un peu d'attentisme dans le peloton. Donc moi je trouve que c'est un parcours globalement bien dessiné, ce Giro d'Italia. Il me hype pas mal quand même. Donc c'était une chose que je voulais noter. Et puis vu que c'est le Giro, on a évidemment des étapes dantesques avec 5000 mètres de dénivelé positif, mais moi j'aime bien, franchement j'aime bien le parcours. Il y aura des choses intéressantes toutes les semaines, on va pas trop se faire chier. Il y a quelques étapes pour les sprinters quand même, pour leur donner ça, mais c'est bien réparti. Donc ça, c'était mon analyse rapide. On aura l'occasion d'en reparler plus tard dans d'autres épisodes, je pense. Je pense qu'on va se pencher tout de suite directement sur les favoris de l'étape du Giro, pardon. Et on va regarder pour ça les codes sur Winamax. Comme d'habitude, vous avez l'habitude, hein, donc je regarde les codes sur Winamax. C'est quand même un bon indicateur
les résultats sortis par les bookmakers, des favoris à attendre sur une compétition. Donc ici, on va regarder les favoris au Tour d'Italie 2024. Et puis, on va pouvoir discuter un peu des compositions d'équipe autour de ces favoris. Ça va être assez sympa. On parle pas de météo cette fois-ci parce que bon, on a 3 semaines de course, donc on va pas s'étaler trop sur la météo. J'espère juste que toutes les étapes de montagne vont être maintenues, parce qu'on sait c'est le problème avec le Giro d'Italia, c'est le mois de mai. On monte parfois jusqu'à 2000-2500 mètres d'altitude. C'est pas certain que les conditions climatiques soient réunies pour qu'on puisse maintenir la course à chaque fois, donc c'est la petite angoisse avant les étapes de montagne à chaque fois. J'espère qu'on y aura droit quand même cette année. Là, on a une super étape, la 15e étape, le 19 mai, avec presque 6000 mètres de dénivelé positif, qui finit à 2400 mètres d'altitude. Donc, on a aussi le passage le lendemain au Stelvio, à 2760 mètres d'altitude. Donc, c'est vraiment des étapes qui vont aller très haut. Et on espère que les conditions climatiques seront réunies pour qu'on ait une course qui soit pas neutralisée. Et aussi pour avoir des images, parce que c'est l'autre particularité du Tour d'Italie, aussi parfois un peu du Tour d'Espagne, c'est que vu qu'on a des conditions un peu difficiles et qu'on a une réalisation pardon, qui est pas toujours au top, sans être trop méchant, parfois on a des problèmes de transmission, donc on n'a pas les images sur certaines étapes. On se souvient, moi je crois, je me souviens, c'était une étape où Egan Bernal avait écrasé la course en 2021, donc, et on avait eu quasiment aucune image. Donc voilà pour ce Giro 2024 et le parcours. On va passer directement aux favoris. Donc évidemment, le plus grand favori, il est coté à 1,20. C'est Tadej Pogačar, pas de surprise. Donc Pogačar qui cette année s'essaye au Giro. Après plusieurs années où il s'était concentré sur le Tour de France, on avait eu aussi une année où il a fait un peu la Vuelta, mais quand il était tout jeune. Cette fois-ci, Tadej Pogačar a décidé de doubler Giro puis pardon, Tour de France. Donc le Tour de France qui ne lui sourit pas depuis 2 ans, avec le monstre Vingegaard. Quand je dis le monstre, c'est pas forcément parce qu'il est affreux, mais c'est aussi parce qu'il est très fort. Et donc là, Pogacar veut gagner un grand tour, ça sera le Giro d'Italia. L'an dernier, c'était je veux faire le Tour des Flandres et le gagner. Voilà, il l'avait fait. Cette année, c'est je veux faire le Giro, donc il va compléter un peu son palmarès, on imagine. En tout cas, c'est aussi l'avis des bookmakers, puis qu'il est coté à 1,20. Donc c'est tout simplement scandaleux. 1,20, ça veut vraiment dire que il y aura lui et les autres, mais il sera vraiment seul dans son monde. Très peu de concurrence envisagée. On verra comment sa cote va évoluer au fur et à mesure des étapes, etc. Mais concrètement, à moins d'un problème mécanique ou d'une blessure, ça sera vraiment difficile pour Tadej Pogačar de se louper, de ne pas gagner ce Giro d'Italia. Je pense qu'on n'a pas vraiment besoin d'épiloguer au vu de ses performances cette année, sur les années précédentes. On va quand même parler rapidement de son équipe. Donc avec lui, il aura Oliveira, Mikkelbjerg, Horst Schartner, Richard Stecklenlingen, Maika et Domen Novak. Donc ça, c'est que des équipiers pour la montagne et le plat, très solides. Pas d'autres Ayuso, Almeida pour faire semblant d'avoir un deuxième leader. Et puis on aura aussi quand même Molano qui sera présent dans l'équipe pour éventuellement faire des sprints. Mais donc clairement UAE, tout le monde autour de Pogacar. Et c'est évidemment le principal favori de cette épreuve. Ensuite, c'est le deuxième favori, selon Winamax pour le Tour d'Italie, c'est Geraint Thomas. Et Geraint Thomas, il est coté à 7. La première chose qu'on remarque, c'est que Geraint Thomas est coté à 7, donc ça veut dire très loin de Tadej Pogacar qui est coté à 1,20. Mais le troisième favori est coté à 20. Donc en fait, on a vraiment un gros gap. On a Tadej Pogacar, ensuite Geraint Thomas, et ensuite tout un bloc d'outsiders qui sont derrière. Mais donc Geraint Thomas, c'est vraiment le favori à la deuxième place. C'est marrant parce que c'est la place à laquelle il a terminé l'an dernier. Donc Geraint Thomas, 37 ans, toujours solide le bonhomme. Moi je l'aime bien, il va avoir 38 ans pendant le Giro d'ailleurs, je crois. Je l'aime bien pas pour son style de course, hein, on va pas se mentir, il est jamais très offensif, mais ça a l'air d'être un très bon gaillard dans la vie. Il a aussi un podcast d'ailleurs sur le cyclisme que je vous invite à écouter si vous avez un très bon niveau en anglais. Ce qui n'est pas vraiment mon cas, donc je l'écoute pas, mais en tout cas c'est souvent intéressant, il a des très beaux invités. Et donc Geraint Thomas, on connaît un peu sa stratégie. Il se concentre sur un grand tour dans l'année, c'est toujours la même chose, et il est toujours très en forme pendant ce grand tour. À moins qu'il lui arrive un malheur, type une chute par exemple, qui lui arrivait souvent sur le Tour d'Italie. On se souvient donc de sa deuxième place l'an dernier. Il avait très bien préparé le Giro. Mais il avait eu aussi 2 abandons dernièrement sur le Giro, là en 2017 et en 2020, pour des coups de malchance, etc. Ensuite, il s'était un peu concentré aussi sur le Tour de France. Donc, on rappelle qu'il a gagné le Tour de France quand même en 2018.
puis Geraint Thomas, on l'a vu donc monter en puissance au cours de la saison, invisible sur le Tour de Catalogne. Et là, sur le Tour des Alpes, on l'a vu pas mal à son avantage. Il a fait que 13e au général, mais il a aussi pas mal roulé, il a attaqué. On a vu que c'était une course de préparation, hein, très clairement. Geraint Thomas, 37 ans, bientôt 38, déjà vainqueur d'un Tour de France, il n'en a pas grand-chose à faire de gagner le Tour des Alpes, et donc c'était vraiment sa course de préparation. Il était là pour faire des efforts, Geraint. Autre élément intéressant pour Geraint Thomas, c'est qu'il a une très belle équipe. Tout d'abord, il a Arensman. Donc Arensman, le néerlandais, 24 ans, qui vient de la DSM, donc il a signé chez Ineos l'an dernier. Arensman, c'est pareil, il est probablement en train de monter en forme. On l'a vu très fort sur Tirreno Adriatico, il avait fait 6e, c'était le meilleur Ineos, si je dis pas de bêtises. Et puis là, Tour de Romandie, un peu dans l'ombre, 27e. Donc que penser de la forme de Thymen Arensman? C'est très compliqué. Pourtant, je pense que c'est son objectif principal cette année, à Arensman. Arensman, c'est pas n'importe qui, puisque l'an dernier, il a quand même fait 6e du Giro, alors qu'il était équipé de Geraint Thomas. Donc très bon coureur, Thymen Arensman, très jeune aussi encore, 24 ans. En 2022, à l'époque, il avait aussi fait 6e de la Vuelta, quand il était encore chez la DSM, après avoir fait un super Giro aux côtés de Romain Bardet, notamment en début, avant que Romain abandonne. Il avait finalement fini 18e, mais il avait fait des très beaux scores, pas mal de top 5 sur les étapes. Donc Arensman, très très gros équipier. D'ailleurs, je dis équipier, mais est-ce qu'on pourrait pas envisager un double leadership? Il est coté à 25 sur Winamax, Thymen Arensman. Donc ça montre que c'est un concurrent très sérieux au top 5, elle allait au moins. Et si jamais il se passe un truc pour Geraint, j'aime beaucoup Geraint, mais on n'est pas à l'abri d'une chute, et ben ça sera Arensman le leader principal. Donc Arensman à surveiller. Dans l'équipe, il y aura aussi Filippo Ganna. Filippo Ganna, cette année, on ne l'a pas vu. On ne connaît pas son état de forme. Il n'a pas voulu faire les classiques il n'a pas fait de Paris-Roubaix. Probablement que le Giro, avec les Jeux Olympiques, je pense, c'est ses objectifs principaux. On l'a pas vu depuis le début de la saison. Donc très difficile à se connaître le niveau de Filippo Ganna. Filippo Ganna, on sait que quand il est en forme, il peut gagner Paris-Roubaix quasiment. Il peut presque gagner des sprints massifs et il peut aussi mener un énorme train dans la montagne. Donc gros atout, mais un peu dans la même veine que Arensman. Quel sera de son état de forme? C'est difficile à savoir. Il y aura aussi Magnus Sheffield. Magnus Sheffield qui a fait un super printemps des classiques. J'ai peur qu'il soit un peu à bout de course. Il a quand même que 22 ans. Il vient d'avoir 22 ans d'ailleurs, Magnus Sheffield, donc vraiment très jeune. Est-ce qu'il sera vraiment en mesure d'être je pense qu'il sera juste équipier, on va pas lui demander d'être placé au général. Il est encore trop jeune pour ça, je pense. Je crois pas qu'il ait déjà fait de grand tour. Je suis en train de regarder à l'instant même sur Pro Cycling Stats pour vérifier, mais il me semble qu'il a jamais fait de grand tour. Donc premier grand tour pour Magnus Sheffield. À 22 ans, c'est pas ridicule. Il sera très probablement pardon, équipier, mais coureur vraiment solide à surveiller. Et puis Tobias Foss aussi, qui sera là en tant qu'équipier. Tobias Foss, alors il a couru très peu sur le tour des UAE. Il a fini 11e. Un peu craqué sur la montagne à la fin. Et puis Tour des Alpes, il a fait 31e, mais il a longtemps été premier, avant de craquer dans les étapes de montagne. Donc Tobias Foss, il a changé d'équipe aussi cet hiver, c'est quelque chose qui est important. Il y a peut-être un petit temps d'adaptation. C'est un tour qui aurait pu lui convenir, pardon, je sais plus parler, puisqu'il y a beaucoup de chronos. D'ailleurs, j'en ai pas parlé pour Geraint Thomas, mais ça sera aussi un de ses atouts. On sait qu'il roule très bien, le Britannique. Et donc ces deux chronos-là, ça va vraiment, ces 70 bandes, ça va l'avantager. Tobias Foss, ça sera un bon équipier, puis pourquoi pas des victoires. Pareil que Ghana, en fait, pourquoi pas des victoires sur le plat, sur les chronos. Ça va être vraiment deux gros outsiders pour les chronos, avec Pogacar évidemment. Et ensuite, pour compléter l'équipe, c'est pas n'importe qui non plus, parce qu'on a Narvaez. Narvaez, coureur que j'aime beaucoup. J'espère qu'il aura sa chance pour aller gagner quelques étapes. Je pense qu'au vu de la densité de l'effectif et Ineos, il y a quand même moyen de le laisser un peu tranquille. Il fera certainement des trains en montagne parfois, mais il y a aussi des étapes qui pourraient peut-être aller gagner tout seul, donc c'est pas mal. Et puis Ben Swift et Connor Swift, deux gros équipiers. Très belle formation Ineos, donc. Et puis Geraint Thomas, qui est donc pressenti pour être le deuxième de ce Giro. Ça m'avait un peu crevé le cœur l'an dernier quand il avait perdu le Giro à 11 ou 12 secondes à Roglic sur la dernière étape. Donc on espère que le J, dans le Jeep, fera un super Tour d'Italie. Et donc, pour l'instant, il est promis à une deuxième place.
si jamais il n'y a pas de malheur. On croise les doigts. Le troisième, ou plutôt les troisièmes favoris, puisque là je vous ai dit, il y a beaucoup de coureurs qui se tiennent dans des cotes très serrés. Il y a à 20 Antoine Tiberi, Antonio Tiberi, je l'ai francisé n'importe quoi. Antonio Tiberi, et puis Damien Caruso, Damiano Caruso, donc les deux coureurs de la Bahreïn qui sont cotés à 20. Euh, Si on se penche d'abord sur les cotes, donc 20 c'est assez loin de Geraint Thomas, mais on va voir ensuite qu'il y a plein de coureurs à 20, 25, donc ça se joue podium quoi, concrètement pour Winamax. Euh, Antonio Tiberi tout d'abord, il monte en puissance depuis ce début de saison, puisqu'il a fait 27e sur Tirreno Adriatico, donc il n'a pas vraiment réussi à se mettre en valeur. En revanche, 8e du Tour de Catalogne, et puis surtout 3e du Tour des Alpes, où il s'était montré très fort. Donc il monte en puissance, Antonio Tiberi. Pour rappel, il est très jeune aussi, seulement 22 ans. Il va découvrir le Tour d'Italie, donc son pays natal. En revanche, lui, il a déjà fait 2 fois le Tour d'Espagne, je crois, et jamais en tant que leader. Il a fait 18e de la Vuelta l'an dernier, et l'année d'avant, il fait 63e, non, 92e, donc il jouait pas du tout le classement général. 18e l'an dernier sur la Vuelta. Ça sera son premier grand tour en tant que leader, puisque je pense qu'il devrait partager le leadership avec Damiano Caruso. Donc on l'a vu fort, Tiberi, et c'est probablement ça qui donne un peu son avantage sur Caruso, parce que Caruso cette année, c'est plus compliqué. Donc on rappelle, il a 36 ans, Damiano Caruso. C'est pas n'importe quoi, 36 ans, il commence à être assez vieux. Cette année, eh ben, on l'a pas vu performer, tout simplement. Tirreno 41e, Vuelta Catalunya 19e, Tour de Romandie, abandon, alors qu'il était mal classé. Mais c'est Damiano Caruso, il faut le respecter. Sur le Giro, il performe souvent. Deuxième en 2021, on s'en souvient très bien. Il avait notamment fini deuxième sur la deuxième marche grâce à une super échappée avec Romain Bardet, on se souvient. 2023, il avait fait quatrième. Donc en fait, c'est vraiment le briscard d'Amiano Caruso. Sur son tour national, on peut pas vraiment l'oublier. Mais sur l'état de forme, il part avec beaucoup de recul sur Antonio Tiberi. Après, Caruso, c'est un coureur assez expérimenté, il se connaît bien. Peut-être qu'il se dit qu'il va être cramé s'il était trop en forme en début de saison. Je reste un peu sceptique quand même, mais on verra si le coureur est capable d'être présent dans le classement général. La Bahreïn, ils ont quand même une belle équipe. Rainer Keplinger, bon équipier en montagne. Et puis on a aussi Phil Bauhaus pour les sprints notamment. Torsten Stein, très difficile à dire, mais bon équipier. Pasqualon, Stutterlin. Donc on aura vraiment la moitié de l'équipe qui sera dédiée au sprint pour Phil Bauhaus, qui sera surveillé évidemment. Et puis l'autre moitié pour le classement général avec Tiberi et Caruso en double leadership. C'est difficile de se prononcer, dire est-ce qu'ils vont faire un top 3, etc. Parce qu'en fait, quand vous regardez tous les coureurs d'un grand tour avant qu'ils commencent, c'est très facile de se faire un petit classement et de mettre les gens les uns après les autres. Mais bon, vous savez déjà que dans ceux que vous avez eu dans votre top 10, il y en a bien un, deux ou trois qui vont pas finir la course pour différentes raisons, qui seront pas dans le top 10 parce qu'ils auront totalement lâché. Donc, un peu compliqué. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça sera des concurrents. Moi, je dirais plutôt top 5 quand même. On va parler d'autres coureurs après. Moi, je place quand même Tiberi et Caruso un petit peu en dessous des coureurs qu'on voit après, même s'ils sont pas mauvais pour rouler quand même Caruso et Tiberi, ça c'est un de leurs avantages, pardon. En revanche, je pense que Caruso un peu vieillissant et puis Tiberi trop tendre, au contraire. Côté à 20, ensuite, on a Romain Bardet, le premier Frenchie de qu'on cite. Donc Romain Bardet qui est le troisième favori à égalité avec Tiberi et Caruso. Romain Bardet, évidemment, on se met en tête son superbe Liège-Bastogne-Liège. Il sortait aussi d'un Tour des Alpes où on l'a vu faire beaucoup d'efforts. Il n'était pas forcément le plus fort. Je pense qu'un Tiberi, par exemple, pour parler de lui, était plus fort que lui. Il était moins fort qu'un Juan Pedro Lopez, par exemple. Donc ça, c'est pas très bon signe. Juan Pedro Lopez, je l'aime bien, mais c'est pas non plus un cador. Donc là, on se dit, début de saison un peu poussif pour Bardet. Monte en puissance sur le Tour des Alpes. Liège-Bastogne-Liège. C'était peut-être pas le deuxième plus fort. En tout cas, tactiquement, il a été superbe. Il nous a fait vraiment vibrer, Romain. Il monte en puissance. Et un peu les mêmes conclusions que Caruso, c'est un coureur qui est très expérimenté, il a 33 ans, il se connaît parfaitement. Le Tour d'Italie, ça fait plusieurs fois qu'il participe en espérant faire quelque chose. On se souvient du Crève-Cœur de 2022 où il avait été tombé malade alors qu'il était très très fort et qu'il n'y avait pas vraiment d'adversaire
à son niveau. Enfin, il y en avait quelques-uns, mais on se disait vraiment peut-être qu'il pourra viser la victoire d'un grand tour. Et puis patatras. Il avait fini septième aussi en 2021, mais bon, on le voyait pas jouer la victoire. Euh, Vraiment, Romain Bardet, j'espère de tout cœur qu'il fera un top 3. Ça serait amplement mérité. Le parcours l'avantage pas trop, puisqu'il y a deux chronos, 70 bandes. Ça va lui faire très mal. Je pense qu'il va peut-être prendre sur les deux chronos en cumulé, peut-être 5 minutes sur Pogačar. On peut espérer peut-être 4 seulement sur des mecs comme Geraint Thomas. Mais il va falloir être très offensif dans la montagne hein, pour Romain Bardet. Ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup de montagnes. Donc, surtout lui, on sait que c'est un coureur très endurant. Les grosses étapes avec plein de dénivelés positifs, normalement, ça convient à Romain Bardet. Et je pense que sur le plan de la préparation, il est assez irréprochable. En termes d'équipe, il y aura Chris Hamilton pour l'entourer, Gisle Reise, Kevin Vermerck. Donc tout ça, c'est des mecs qui grimpent pas trop mal. Et après, il y aura une petite partie de l'équipe qui sera aussi dédiée au sprint, puisqu'on aura Fabio Jakobsen, donc le sprinter principal. Quoique, il y aura aussi Tobias Lund Andresen. Donc Andresen, un jeune Danois, 22 ans il me semble, qu'on a vu très fort sur le Tour de Turquie, alors qu'il y avait aussi Fabio Jakobsen. Et Andresen a gagné, je crois, 3 étapes. Là où Jakobsen en a gagné une seule. Il a 21 ans d'ailleurs, pas 22. Donc ça sera intéressant de voir quel sera le leadership entre Jakobsen et Andresen. Et puis on aura aussi Bram Velten autour d'eux. Julius Vandenberg qui pourront peut-être un peu accompagner en montagne ou dans les sprints. Donc une équipe un peu hybride qui va pas tout miser sur Romain Bardet sur le classement général, pas tout miser sur les sprints, on va faire moite-moite. J'espère pour eux qu'ils vont performer. Alors la team DSM, on les a pas vus depuis le début de saison. Et puis là, bam, Romain Bardet qui fait une super place sur Liège-Bastogne-Liège. Et juste après le Tour de Turquie, où ils ont 5 victoires, plus le classement général. Donc là, ils ont vraiment formé les points UCI sur le Tour de Turquie. Mais bref, si on en revient à Romain Bardet, il faudra vraiment profiter du marquage des autres leaders et avoir une tactique de course assez aiguisée pour pouvoir rattraper tout le retard qu'il va prendre sur les chronos, malheureusement. Mais moi, je pense que Romain Bardet en forme, j'ai confiance en lui. Il jouera le top 3. Je ne vous dis pas qu'il sera dans le top 3, mais il va le jouer, ça c'est sûr et certain. Et je le place peut-être un cran au-dessus de Tiberi et Caruso, pour être totalement franc. Ensuite, côté à 25, presque 20, je pense qu'on a des coureurs qui sont à peu près du même calibre. On a Ben O'Connor. Ben O'Connor, c'est très intéressant. Dans une équipe Decathlon AG2R qui est en train de tout péter, il aura une super équipe. Alex Baudin qui revient un peu, qui est pas mal en montagne. Les frères Paré-Peintre, Aurélien et Valentin, qu'on a vu très fort sur le Tour des Alpes. On a vu surtout une super cohésion entre les trois avec Ben O'Connor. Et puis une petite partie pour les étapes, avec Damien Touzé, Bastien Tronchon, Andrea Vendrame et Larry Warbase. Alors tout ça, c'est aussi des coureurs qui peuvent aider dans la montagne un petit peu. Mais le vrai pôle montagne, je pense, ça sera plutôt Baudin et puis les frères Paré-Peintre autour de Ben O'Connor. Je me fais pas trop de doute sur le fait que Ben O'Connor sera le leader unique. Aurélien Paré-Peintre pourrait accrocher peut-être un fond de top 10, mais encore plutôt un top 15. Valentin, c'est trop mauvais sur le chrono et surtout il est un peu jeune. Pourtant, on sait qu'en montagne il est très fort. Donc le leader, ça sera Ben O'Connor, il est coté à 25. Si on descend pour aller voir la cote d'Aurélien Paré-Peintre, elle est à 300. Donc on voit bien que pour les bookmakers, ce sera vraiment Ben O'Connor le leader. Alors Ben O'Connor, difficile de connaître son niveau. On sait qu'il a déjà fait des belles choses sur les grands tours. Quatrième du Tour de France, pardon. Le Giro, il avait jamais joué pour le général. Il a eu sa première victoire d'étape en 2020. Là, c'était là qu'on l'avait découvert, Ben O'Connor. En ce début de saison, deuxième du Tour des UAE, c'est damé le pion par Lennart van Helvelt. Tirreno Adriatico, pardon, cinquième. Deuxième du Tour des Alpes. Je pense que c'est un très bon grimpeur. Je connais pas trop ses qualités de rouleur, mais je le mets à peu près au même rang que Romain Bardet, Ben O'Connor. Je pense que ça va jouer à peu près dans le même rang. Côté à 25, il n'est pas seul, il a aussi, donc on en a déjà parlé, Thymen Arensman, et il y a aussi Daniel Felipe Martinez. Donc pour l'équipe Bora. L'équipe Bora, on va en parler parce que il y a eu une petite course qui s'appelle le Tour de Romandie la semaine dernière. On a eu une énorme surprise. Mais parlons d'abord de Daniel Felipe Martinez. Alors on l'a vu très fort sur le Tour d'Algarve, mais c'était il y a longtemps, c'était au mois de février. Et depuis, plus rien. Et là,
Il fait Giro, Tour de France. J'ai aucune idée de son état de forme. Même si sur le papier, c'est une course qui lui convient très bien, le Giro. On l'a déjà vu très fort, c'était quand il a aidé Egan Bernal en 2021. Il était vraiment super fort cette année-là. Il avait fini cinquième en étant équipier. Là, ça sera le leader principal de cette équipe. Est-ce qu'il sera capable d'assumer? C'est un bon rouleur, vraiment, Daniel Felipe Martinez aussi. Sur le papier, en forme, j'ai envie de dire, c'est peut-être un mec presque au niveau de Geraint Thomas. Je le mettrais, s'il est très en forme, je pense qu'il est un peu un cran au-dessus de Romain Bardet et de Ben O'Connor. Un cran au-dessus, évidemment, de Daniel Meno, Caruso, Antonio Tiberi. Mais ce qui pose vraiment question, c'est son état de forme à Daniel Felipe Martinez. 28 ans, vraiment dans la maturité. Je pense que ça peut être son Tour d'Italie. Mais ce qui m'embête un peu, c'est qu'il est aligné sur le Tour de France cette année, donc on sait pas trop. Son projet de saison est un peu flou. Et surtout, il n'a pas couru depuis Tirreno, il avait abandonné sur la dernière étape. Donc difficile de savoir en s'étant même pas montré pendant la course. On se souvient que sur les Strade Bianchi, on attendait pas mal de lui, totalement transparent. Donc un super Tour d'Algarve et depuis plus rien. Il avait fini deuxième du général derrière Evenepoel, mais c'était vraiment les deux plus forts. Très illisible, la trajectoire de Daniel Felipe Martinez. C'est pour ça qu'il est coté à 25 et pas mieux. Mais je pense qu'un au prime, il serait capable de battre tous les autres qu'on a cités, à part Geraint Thomas et Pogacar. On va surveiller son état de forme au cours des premières étapes et puis on pourra en tirer quelques conclusions. Et pour l'équipe Bora, il faut qu'on parle de Florian Lipowitz. Donc l'Allemand, 23 ans, troisième du Tour de Romandie. Alors qu'il aurait pu le gagner, il y a eu des conditions de course un peu bizarres au sein de la Bora puisqu'on roulait plutôt pour Vlasov et puis là on s'est rendu compte, mais c'est qui ce petit Allemand dans notre équipe là qui est super bien placé au général, qui est plus fort que Vlasov en montagne, qui aurait pu aller chercher Carapace mais qui l'a pas fait parce qu'il attendait? Et bah, personne ne sait. Bon, je rigole, mais niveau très fort en montagne, Lipovitz. Vraiment, ça promet. Je crois que c'est un gars qui vient du ski de fond ou un truc comme ça. Il a que 23 ans. Je le mets quand même pas en leader, tout simplement parce que c'est son premier grand tour. Mais ça sera super intéressant de voir ce qu'il va faire. Et puis dans l'équipe, on aura une partie de sprint autour de Danny Van Poppel. Donc Danny Van Poppel, il est plutôt équipier, poisson pilote d'habitude. Mais là, il pourra peut-être jouer sa carte au sprint. Et puis après, on aura d'autres équipiers. Aleotti, Jonas Kor, Ryan Mullen, Rick Gamper et puis Charman. Sharman, il fut une époque, on aurait pu dire qu'il aurait été un coureur à surveiller, mais maintenant, c'est plus le grand Sharman, donc c'est un peu difficile. Donc vraiment, Florian Lipovitz, gardez un œil sur ce coureur-là. Qu'est-ce qu'il va nous faire pendant ce Tour d'Italie? Peut-être rien, hein. C'est vraiment une hypothèse pas impossible. Et puis Daniel Felipe Martinez, on ne sait pas trop dans quelles conditions il est, donc ça sera aussi à surveiller. Donc la Bora, pas mal d'interrogations autour de ces coureurs. Ensuite, côté à 25, on avait donc Thymen Redfern, on n'en parle plus. Côté à 35, ensuite, donc là on a un petit gap. Et je suis assez d'accord avec ça, c'est Kian Uijtdebroeks. Alors Kian Uijtdebroeks, l'an dernier, je l'aurais mis au même niveau que les autres d'avant. Là, il a un début de saison difficile chez la Jumbo. La Jumbo qui sera donc avec Kian Uijtdebroeks comme principal coureur en montagne. Il y aura quand même une belle équipe puisqu'il y aura Attila Valter qui sera là pour jouer les équipiers, gagner des étapes. Yann Tratnik aussi, Gesink, Bouman, tout ça, c'est des mecs très forts en montagne. Ils seront au service de Kian Uijtdebroeks, je pense. J'espère pour lui, Kian, qu'il n'aura pas une coulante et qui sera capable de tenir la longueur. Il a que 21 ans, il les a eu en cette année en plus, donc c'est un 2003. Mais c'est un coureur qui a pas mal de bouteilles. L'an dernier, huitième de la Vuelta, quand même, c'était pas rien. Donc il a déjà fait un grand tour, il sait ce que c'est, combien de temps ça dure. En 2022, il était encore en espoir, donc il n'avait pas fait de grand tour, mais ça promettait. Le problème, c'est qu'il a un début de saison compliqué chez la Jumbo, enfin chez la Visma, pardon, je suis désolé. Cinquième do Grand Camino, donc on se souvient donc de cette course-là gagnée par Vingegaard, donc il était un peu en tant qu'équipier, donc difficile pour lui. Tirreno seulement septième. Bon, il était aussi équipé de Vingegaard, mais seulement septième derrière des Arensman, des Del Toro par exemple. Donc pas top top. Et puis surtout, on l'a vu un peu en perdition sur le Tour de Catalogne. J'espère pour lui qu'il saura bien gérer sa saison et qu'il sera en forme sur ce Giro, mais sinon c'est un peu difficile et c'est pour ça qu'il est coté à 35, hein, parce qu'il pourrait être au même niveau qu'un Caruso, pourquoi même pas même qu'un Bardet et qu'un Ben O'Connor, mais son état de forme m'interroge.
Donc c'est pour ça qu'il est coté à 35, je pense. Et dans son équipe, on a aussi deux mecs qu'il faut citer. C'est d'abord Olaf Koy et puis Christophe Laporte. Donc concrètement, bon déjà ils peuvent gagner des étapes aussi avec Tratnik et Valter par exemple. Un Bouman en échappée, ça peut pas faire de mal. Bouman, on se souvient, si je dis pas de bêtises, il a déjà été meilleur grimpeur du Tour d'Italie. C'était en 2022. Il avait aussi gagné deux étapes. C'est une course qui lui correspond pas mal. C'est un bon grimpeur. En revanche, Laporte et Olaf Koy, ça sera très intéressant à surveiller pour les sprints. Olaf Koy, peut-être le sprinter le plus rapide du plateau. Ici, sur un sprint plat, peut-être avec égalité avec Jakobsen, mais Jakobsen, début de saison bizarre. Seulement 22 ans, Olaf Koy, mais déjà deux victoires sur Paris-Nice cette année. Rien que ça. Victoire sur le Tour des UAE, victoire sur la Classica de Almeria. Donc vraiment à surveiller Olaf Koy. Et puis Christophe Laporte qui reprend. Donc après, il a plus couru depuis Paris-Roubaix. Programme de course un peu chamboulé avec sa chute, mais donc il fera le Giro puis le Tour de France. Il sera là pour aller chercher des étapes. Je pense que sur les étapes très plates, travaillera pour Olaf Koy. Et si jamais il y a des étapes où Koy est lâché, ce sera pas facile parce que on se souvient que pour le championnat d'Europe 2023, Laporte a fini juste devant Koy et que Koy était difficilement lâchable. Mais si jamais il y a une étape où c'est trop dur pour Koy, alors peut-être que ce sera pour Laporte. On peut aussi envisager, pourquoi pas, des échappées pour Christophe. Enfin, bref, c'est une belle chance de victoire française quand même. Ensuite, Luc Plap côté à 50. Alors Luc Plap, ça sera le leader, a priori, de la Jake Lula. Je dis a priori parce qu'il y a aussi Ed Dunbar dans l'équipe. Et Ed Dunbar, il était chez la Ineos, puis il arrive en 2023 chez la Jayco. Tout le monde l'oublie un peu. Et là, Tour d'Italie de Ed Dunbar 2023, assez sympa. Septième du général, sachant qu'il était longtemps mieux placé, cinquième, quatrième position, et qu'il a craqué à la fin sur le chrono final où il a perdu beaucoup de temps sur ce chrono en montagne. Mais Ed Dunbar, ça aurait été à surveiller s'il n'avait pas fait un début de saison catastrophique. Donc c'est dommage pour lui. Et puis Luc Plap, moi j'ai un peu du mal avec Luc Plap. Je l'aime bien, il est très volontaire, mais il a un petit plafond de verre quand même. Bon, il a que 23 ans, il a le temps de progresser, mais là, on a vu un peu son plafond de verre. Sur Paris-Nice, à un moment, il était maillot jaune, et puis on a vu qu'il était quand même un ton en dessous des autres. Sur le Tour de Romandie, très bien placé. Puis il foire un peu son chrono, et puis après, dans l'étape de montagne, c'était la débandade. Malheureusement pour toi, Luc, je pense que tu ne participeras pas à la bagarre pour le top 3, ni pour le top 5. Un top 10, c'était envisageable, mais je ne vois pas plus pour Luc Plap. L'an dernier, il n'a pas fait de grand tour d'ailleurs, Luc Plap. Il avait fait la Vuelta en 2022, mais il était pas leader, il n'avait pas joué le général. Moi, je suis pas très optimiste pour cette équipe J. Cole là. Je vois plutôt des victoires d'étape. On a Caleb Ewan pour les sprints, mais bon, on sait que Caleb Ewan, c'est vraiment sur courant alternatif. Cette année, on l'a pas trop vu. En revanche, pour aller chercher des étapes, moi, il y a deux Italiens dans l'équipe qui me font un peu de l'œil. C'est Alessandro De Marchi, très vieux Alessandro De Marchi, très très vieux, 37 ans. Il va en avoir 30 38 pardon, pendant le Giro, mais très fort en montagne. Et Filippo Zana, qu'on avait vu très fort l'an dernier. Malheureusement, Filippo, il avait volé une étape à Thibaut Pinot. Enfin bref. Mais bon, c'est un bon coureur, Philippe Ozana, donc ça sera aussi quelqu'un à surveiller pour les victoires d'étape. Donc là, on était déjà coté à 50, Ed Dunbar est coté à 100, et ensuite coté à 75, on a Wout Poels. Alors c'est marrant parce que moi je le vois pas sur la liste de départ de. Non, il a été retiré de la liste de départ de la Bahreïn, donc Wout Poels, il faut l'oublier. Les bookmakers ne sont pas à jour. C'est Zambanini qui va le remplacer. Et ensuite, ici, on arrive dans les coureurs qui sont cotés à 100. Donc là, je suis désolé parce que tout n'est pas très à jour du côté de Winamax. On nous parle d'Ilan Van Wilder, pardon, qui est coté à 100. Mais je ne sais pas s'il sera dans la start list. Pour l'instant, il n'est pas encore dans la start list de la Soudal. Donc je suis désolé, c'est difficile à dire. En tout cas, si jamais il devait participer, on a vu qu'il a montré des très belles choses sur le Tour de Romandie. Côté à 100, oui, bon, si jamais il est là, peut-être un fond de top 10. Mais on va pas en parler plus. On peut quand même rapidement parler de la Soudal Quick-Step. Il y aura Alaphilippe, ça c'est sûr. Alaphilippe, moi je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis hypé par son Tour de Romandie. Je trouve qu'il revient en forme, Alaf. On sait qu'il a une période des classiques un peu tronquée parce que il avait une fracture dans le genou, je crois. Mais c'est quelque chose qui est un peu bénin, donc c'est-à-dire que ça lui faisait mal, mais ça lui empêchait pas de pédaler.
et donc il a pas trop performé sur les Flandriennes, alors que pourtant, il a pas mal attaqué, mais il a jamais fait de résultat. Je le trouvais pas si mal. Sur le Tour de Romandie, sur l'étape, déjà, sur le prologue, il m'a rassuré. Sur le contre-la-montre, il m'a rassuré. Mais surtout sur la dernière étape de montagne, accompagné assez longtemps, il a accompagné assez longtemps l'ami Van Wilder. Et ça, c'est bon signe. C'est signe d'un Alaphilippe qui est en train de remonter un peu en forme. Il y aura des étapes qui vont lui convenir. Donc j'espère qu'on aura une victoire à l'étape française avec Alaphilippe. Et pourquoi pas plus. Et dans l'équipe, on aura aussi Tim Merlier, Luc Lamperti, Joseph Cerny, Van Lerberge. Donc là, c'est beaucoup de gros rouleurs et de sprinteurs. Donc le train qui sera autour de Tim Merlier. Donc très clairement, on vise les étapes dans la compo de la Soudal Quick-Step. Et Tim Merlier sera probablement le grand favori des sprints. Donc le même favori des sprints devant Jacobsen, peut-être même devant Olaf Koy. Donc la Soudal qui va être là pour engranger des victoires d'étape et ça leur fera pas de mal après un début de saison pas si facile. Donc je disais que côté Assan, il y avait donc Van Wilder, mais on ne sait pas s'il est là. Puis côté Assan, il y a Juan Pedro Lopez. Juan Pedro Lopez, l'énigme. Donc Juan Pedro Lopez, il a fait une victoire sur le Tour des Alpes, tout simplement. Victoire d'étape, plus victoire au général, là où on ne l'attendait plus. Juan Pedro Lopez, c'est un coureur qui a déjà porté le maillot rose sur l'année 2022. C'était sa seule participation d'ailleurs. Il finit 10e au général, donc c'était pas n'importe quoi. Il avait porté le maillot rose. Et moi, je pense que cette année, alors j'espère pour lui qu'il n'est pas en forme trop tôt, parce que sur le Tour des Alpes, il paraissait vraiment aérien, même agaçant d'aérisme. Ça se dit pas, mais il était trop aérien, c'était chiant. Parce en fait, c'est un coureur très nerveux, ça se voyait là, il était infernal. On l'attaque, le mec revient dans la roue, il contre un peu, il dit vas-y, roule avec moi, etc. Il est relou, mais bon, c'est un coureur qu'on aime bien quand même, Juan Pedro Lopez. Est-ce qu'il n'est pas en forme trop tôt? Là, il a 26 ans, c'est vraiment l'année de la maturité. Je pense que c'est son moment pour performer sur un Giro d'Italia. Surtout qu'il a une équipe qui sera un peu en soutien, plutôt orientée sur la victoire d'étape quand même, mais il n'y aura pas d'autres leaders dans les pattes. Et donc, c'est son année. On aura le retour à la compétition de Stuyven, intéressant pour gagner des étapes. Teuns, c'est pas mal non plus. Dan Hull en équipier. Badjoli, Consoni, ce sera plutôt des équipiers. Badjoli, il n'est pas en forme. Jonathan Milan, très intéressant, qui revient à la course après sa campagne de classique. Il va jouer les sprints passifs et aussi les sprints où il y aura un peu moins de monde, ce qui grimpe assez bien. Et puis, Emmanuel Gebre-Xavier, en montagne, c'est pas n'importe qui non plus, pour aller chercher peut-être une petite victoire d'étape. Côté à 125, Rubio pour la Movistar. Euh, Chez la Movistar, il y aura Nairo Quintana qui va participer, le dopé. Bon, je rigole, mais je pense qu'il aurait dû prendre un peu plus de suspension quand même. Après son dopage, il est peut-être pas dopé actuellement, mais ça fait un peu mal de le revoir si rapidement sur les routes, je trouve, pour un coureur qui a été dopé, tout simplement, voilà. Il a que 34 ans, Nairo Quintana. C'est ça qui est fou. Un palmarès dont on n'a plus besoin de parler, il a gagné le Giro d'Italia il y a 10 ans. Très fort sur les grands tours, mais là, ça fait plusieurs années qu'il est un peu en chute. Les dernières années chez la Movistar, c'était pas terrible. Ensuite, sur Arkea, il a fait des choses pas terribles, et puis il y a eu ce dopage, et puis là, il a été repris par Movistar, de manière un peu bizarre. Il a rien fait depuis le début de saison. Moi, je considère qu'il va rien faire sur ce Tour d'Espagne. Je pense qu'il n'a tout simplement plus le niveau, Nero. Il a eu un prime très jeune, probablement qu'il le paye là à 34 ans. Malheureusement pour lui, c'est dommage parce que c'était un super coureur à l'époque, mais là, les années qui passent, plus le dopage, bon bref, ça donne pas une super image de lui. Il est coté à 150, tandis que Rubio est à 125. Ouais, elle me fait pas rêver cette équipe Movistar, très personnellement. Il y aura Gaviria pour les sprints. Gaviria, le fantasque. Pas certain qu'il réussisse à en gazer une. Il sera probablement peut-être un des sprinteurs les plus forts, mais pas sûr qu'il réussisse à gagner une étape. Fernando Gaviria, on connaît, il lance toujours trop tôt, bref. Et puis côté à 150, on a Giulio Palizzari. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il a fait, c'est un peu la révélation de ce début de saison chez la Bardiani. Chez la Bardiani, il y aura aussi Pozzovivo qui devrait être là, mais bon, il est un peu trop vieux, Pozzovivo, pour refaire un grand tour. Je crois qu'il a 40 ans. 41 ans, pardon. 43 cette année. 42 cette année, pardon. Toujours là. Euh, Quand même, si on regarde le palmarès rapidement de Domenico Pozzovivo,
En 2008, il était 9e du Tour d'Italie. C'était il y a tellement longtemps. Il a fait 5e 2 fois, il a fait 6e, il a fait 8e 2 fois, il a fait 10e. C'est une course qu'il connaît très bien, le Giro. Ça sera un très bon élément pour son équipe. Je pense qu'il va pas vraiment performer, mais ça sera un très bon conseil pour ses coéquipiers. Et puis donc on a Giulio Pellizzari, j'en parlais, 20 ans, qui a fait un super Tour des Alpes, qui était très offensif, qui finit 8e du général. Grosse hype et coureur à suivre pour ce Giro d'Italia, son premier grand tour. Je pense qu'on va s'arrêter là dans les cotes parce que ça n'a plus vraiment d'intérêt de compter au-dessus de 150, là ça veut plus vraiment rien dire. On va passer rapidement en revue les équipes dont on n'a pas parlé. Tout d'abord la Alpecin, puisque eux, ils vont être surtout tournés autour des victoires d'étape et des sprints, puisqu'il y aura Caden Groves. On notera aussi la présence de Quinten Hermans, par exemple, pour aller chercher des petites échappées, assez sympa. La Arkea, on n'en a pas parlé. Ça sera un peu difficile pour eux d'aller performer. Ils ont vraiment pas une équipe qui vend du rêve. À l'exception d'Ewen Kostiuk, Ewen Kostiuk qui a que 21 ans, mais qui a fait des belles choses sur le région Pays de la Loire Tour, où il a fini deuxième du général. Il s'était montré à son avantage. Ewen Kostiuk, on va lui laisser le temps de grandir, il est très jeune, 21 ans. Mais peut-être que dans quelques années, il pourra jouer des top 10 sur des courses World Tour à étapes. Donc Ewen Kostiuk, on le surveillera, mais l'Arkea, ça sera compliqué d'aller gagner une étape quand même sur ce Tour d'Italie. Malheureusement, ils n'ont pas ramené l'équipe première. Astana, autour de Lutsenko, Fortunato notamment. Donc là, c'est vraiment des beaux coureurs quand même. Une autre catégorie quand même. Euh, Ballerini qui sera là pour emmener les sprints avec Velasco, Velasco chasseur d'étapes. Max Canter qu'on a vu gagner une étape sur le Tour de Turquie. Je crois que c'était sa première victoire professionnelle. Enfin bref, il y a un petit pole sprint. On a aussi Scaroni. Scaroni, on se souvient de lui sur Paris-Nice cette année où il a été exemplaire de rien lâcher pour essayer d'aller chercher le maillot de la montagne. Et puis finalement, il s'était fait doubler par Remco Evenepoel. Il était à égalité de points avec Mathieu Burgodeau, mais donc Scaroni, on va le suivre dans les échappées. Et puis, quid du leadership chez Astana? Il y aura Alexei Lutsenko et Lorenzo Fortunato. Lutsenko, on l'a vu super fort sur le Giro des Abruzzes. On l'a vu très fort sur Liège-Bastogne-Liège où il a fait 8e. Et puis le Tour de Romandie, il a abandonné malheureusement sur la première étape. Je ne sais pas pour quelle raison. Je crois qu'il a chuté. Qu'est-ce qu'il sera en forme? S'il est en forme, c'est un candidat très sérieux en top 10, hein, Alexei Lutsenko. J'espère que c'est pas fait trop mal sur le Tour de Romandie. Et puis, il y a aussi Lorenzo Fortunato. On se souvient de lui puisqu'il avait gagné une étape à l'époque chez la Eolo Cometa en 2021. Je crois que c'était une étape dantesque, puisque c'était tout simplement l'étape du Zancolan qu'il avait gagné en échappée. Donc c'était là qu'il s'était révélé. Depuis, il est passé chez Astana en ce début d'année et il a euh, fait 10e du général du Tour de Catalogne, 14e de Tirreno Adriatico. Donc est-ce qu'il va vouloir jouer le général, pardon, ou les étapes? S'il joue le général, il peut accrocher un top 15, voire peut-être un top 10. Fortunato. J'espère qu'il est en train de monter en puissance parce que ça serait beau de revoir ce coureur briller sur son tour national. Il va quand même avoir 28 ans pendant le Giro là. Donc c'est le moment ou jamais de briller pour Lorenzo. La Cofidis. La Cofidis qui sera autour de Kenny Elissonde, de Benjamin Thomas, Stefano Oldani pour gagner des étapes, mais je les vois pas aller chercher leur premier succès d'étape, premier succès tout simplement de cette année sur ce Tour d'Italie. Même si on sait que l'an dernier ils étaient un peu bloqués, puis il y a eu les 2 victoires sur le Tour de France, avec Victor Lafay notamment, et puis je sais plus, je crois que c'est Yon Izagirre. Mais donc Cofidis c'est un peu compliqué. L'AIF autour de Hugh Carty. Donc Hugh Carty, il a déjà joué des belles cartes sur des grands tours, mais toujours très inconstant. Hugh Carty, c'est son problème principal. Esteban Chavez, tout ça, c'est des très beaux coureurs. Même Simon Carr, Alexander Cepeda, Jefferson Alexander Cepeda, donc un des deux Cepeda là. Ça, c'est des bons coureurs pour aller gagner des étapes de montagne. En revanche, j'ai un peu du mal à les voir jouer un classement général. Mais aussi Honoré, Steinhauser, ce genre de gars. Donc IF, chasseur d'étapes, très clairement. La Groupama FDJ, qui vient avec beaucoup de jeunes. Il y aura Olivier Legac, Cyril Barthes pour les entourer, mais sinon après c'est Enzo Paleni, Lorenzo Germani, Lewis Heskey.
Et surtout le retour de Laurens Pitty, qu'on attendait tous. Donc, Pitty, pour rappel, qui a arrêté qui a fait une petite coupure après Paris-Roubaix où il a fini septième alors il a fini dans un état. Après sa chute, il était tout râpé, il signait de partout, c'était terrible. L'énorme révélation de 2024, Laurens Pitty, 21 ans. Euh, j'ai très hâte. C'est vraiment un coureur qui me hype beaucoup. Il y a beaucoup d'étapes qui peuvent lui correspondre. Déjà, il sera là sur les sprints plats, je pense, avec Lewis Heskey qui devrait l'emmener. Fabien Liénard peut-être aussi pour l'emmener. Et puis sur les sprints un peu difficiles, bah, là ça sera très intéressant et pourquoi pas sur les échappées. Donc pour les Français, ça sera un peu plus difficile sur ce Tour d'Italie, mais pour Laurens Pitty de la Groupama, à suivre. Un autre coureur à suivre, ça sera chez Intermarché, William Girmay, qui sera là pour les sprints. Ensuite, on aura d'autres coureurs autour, notamment Alain Kelmejan, mais pour aller sur des victoires d'étape, mais ça sera très clairement tout pour William Girmay. Binyam, qui est passé un petit peu au travers de sa saison des classiques, c'est dommage pour lui, qui a pourtant déjà gagné une course cette année, la Soft Coast Classic. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est une course de catégorie 1.1. Il n'est pas très en forme cette année, Binyam. Mais le Tour d'Italie, ça lui a déjà souri à moitié en 2022. Il avait abandonné après s'être mis un bouchon dans l'œil. C'était dommage pour lui, mais on le surveillera sur les sprints. Israël, Israël qui est en train de revenir un peu dans le débat. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas trop vus à ce niveau-là. Il y aura Hugo Hofstetter côté français, Michael Woods. Alors Michael Woods, on sait qu'il devait faire les Ardennaises, mais qu'il n'était pas en forme, donc il a décidé de pas les faire pour se concentrer sur le Giro. Est-ce qu'il pourra jouer le général? Je ne pense pas, ça fait quand même pas mal de temps qu'on l'a pas vu jouer un général à fond, Michael Woods. Il y aura aussi Marco Frigo. Marco Frigo, qui a fait troisième d'une étape sur le Tour d'Italie l'an dernier. Un jeune Italien qui est en train de progresser un peu, donc pourquoi pas pour aller chercher une victoire d'étape. Et puis des gars comme Nick Schulz, toujours. Et puis sur les sprints, ils auront Ethan Vernon, le transfuge de la Quick Step. On n'a pas parlé de la politique Cometa, qui sera autour des frères Baïs et de Matteo Fabro. J'ai pas grand-chose à dire sur eux, malheureusement. J'espère qu'ils vont quand même réussir à se montrer, notamment dans les échappées. La Tudor, donc la Tudor, là, c'est un peu intéressant parce qu'ils ont des gros coureurs. Matteo Trentin, Alberto Dainese, tout ça, ça va vite au sprint. Trentin, qu'on a vu un petit peu sur les courses du printemps, mais pas autant qu'on espérait. Peut-être que là, je commence à se faire ressentir. Il a 34 ans. Il n'a pas encore vraiment performé sous ses nouvelles couleurs, puisqu'il était chez la UAE et qu'il est désormais chez la Tudor depuis cette année. Et Alberto Dainese, qui a déjà gagné deux étapes sur le Tour d'Italie, à l'étape, à l'époque, pardon, chez la DSM. Est-ce qu'il sera capable de remettre ça cette année? On verra bien. Il a déjà gagné sur le Pays Tour de la Loire cette année. Euh, à suivre, Alberto Dainese, tout comme Marius Marihofer, c'est aussi un bon sprinter. Michael Storer, Michael Storer, c'est le crève-cœur. C'est un coureur qui m'avait fait énormément plaisir quand il était là chez la DSM avec Romain Bardet. Il était très fort, c'était sa meilleure saison en 2021. Puis 2022-2023 chez Groupama où on l'a vu un peu décevant. Et là, il est parti chez la Tudor donc cette année. Il fait un début de saison pas trop mauvais. Sixième du Tour des UAE, septième du Tour des Alpes, mais jamais au premier poste, aux avant-postes. Je sais plus l'expression, pardon, ça fait une heure que je parle. Je dis que je commence à dire n'importe quoi, n'écoutez plus. Mais donc, pourquoi pas une victoire d'étape avec Michael Storer? Je pense qu'il a plutôt intérêt à se concentrer sur les victoires d'étape que sur le général. Trentin, Dainese, Mario Hofer, même Alexander Kamp, tout ça, c'est des beaux coureurs pour aller chercher une étape. Donc voilà, on en a fini des coureurs. On voit qu'il n'y a pas tant de Français engagés, mais il y a des beaux coureurs. Puisqu'il y a Bardet, Laporte, par exemple, Alaphilippe. Donc on espère une victoire d'étape. Les deux frères Paré-Peintre chez Decathlon, même tous les autres, Bastien Tronchon. Il y a moyen d'aller performer chez les Français. Je pense qu'on aura quand même une victoire d'étape. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas Bardet, Alaphilippe ou Laporte qui aille en mettre une au fond. Mais il n'y a pas tant de coureurs français que ça. Donc des grosses têtes d'affiche, mais pas tant de coureurs français. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette vidéo pas du tout, c'est un podcast audio, mais je la poste sur YouTube aussi. Donc pour récapituler très rapidement, donc on a Pogacar qui est évidemment l'énorme favori. Peu importe le parcours, ça aurait été l'énorme favori. Côté 1,20.
équipe très soudée autour de lui. Ensuite, en deuxième rideau, Geraint Thomas, avec une grosse équipe aussi. Geraint Thomas qui sera assurément au rendez-vous, mais on espère qu'il n'aura pas de problème de chute ou autre, de maladie, avec un gros collectif, donc je disais. Ensuite, un cran en dessous, pardon, s'il est en forme, Daniel Felipe Martinez. Je pense que c'est mon favori pour la troisième place s'il est très fort, s'il est en forme, pardon. Et puis après, tout un groupe de coureurs, sur le top 5, donc le doublé pardon, de la Bahreïn avec Tiberi et Caruso, Romain Bardet, Ben O'Connor évidemment, peut-être Arensman en complément pardon, de Geraint Thomas, Brooks s'il est en forme, et puis pourquoi pas Juan Pedro Lopez. Donc ça va être assez sympa ce Tour d'Italie. On se parlera du programme, des différentes étapes plus tard, mais ma conclusion, ça sera un manque de suspense au niveau des coureurs. En revanche, le tracé, super. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire votre avis. Et puis, je pense qu'on se dit à très bientôt pour un prochain podcast audio, donc sur le Podcyclette. Merci à tous, et puis salut!